Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Aymeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai l'honneur, que dis-je, le plaisir de recevoir Coralie Béguin dans cette émission. Je me suis régalé à enregistrer cet épisode qui est une vraie pépite remplie de bon sens. Coralie habite à Lille. Elle est naturopathe et de base, mais vraiment rien ne l'a prédestinée à le devenir. Surtout après 5 ans d'études supérieures dans le commerce. Elle a un parcours complètement atypique et c'est ce que j'aime chez elle. C'est vraiment une femme passionnée et passionnante. Ensemble, on a eu l'occasion de parler alimentation, du fonctionnement de l'organisme, mais également des épreuves de sa vie, qu'elle a su traverser en se faisant confiance et en allant au bout de son rêve. Aujourd'hui, c'est une communauté de près de 100 000 personnes qu'elle fédère sur YouTube, où très régulièrement, elle vous partage ses conseils et ses astuces. Croyez-moi, allez jeter un œil, que ce soit sur son site internet ou sur sa page YouTube, ça vaut le détour. Il me tarde que vous puissiez entendre son histoire professionnelle et familiale, alors je vous souhaite sincèrement une bonne écoute. Bonjour Coralie, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui en visio. Bonjour Aymeric. Très heureux de te retrouver, parce que je t'ai déjà rencontré en 2018 lorsque j'étais étudiant. J'avais découvert ton parcours qui m'avait fortement inspiré à l'époque. Et donc c'était naturellement que j'ai pensé à toi quand j'ai lancé ce podcast. Et je suis très très heureux qu'on puisse enregistrer aujourd'hui. Eh ben écoute, moi je suis vraiment touchée que tu m'aies invitée déjà et puis que tu te souviennes aussi de cette conférence à l'IUT en 2018. Donc moi je suis ravie en tout cas d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Ma première question, Coralie, concerne ton métier d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ce qu'est une naturopathe et ce qu'est la naturopathie ? Ah, c'est une très bonne question. Alors, je vais essayer de vulgariser très simplement. La naturopathie, déjà, c'est une médecine non conventionnelle qui a pour but, en fait, normalement, de traiter la cause des symptômes et non juste le symptôme. En fait, par exemple, tu as un mal de tête, on va pas te dire, tiens, prends telle plante pour soulager et soigner ton mal de tête. Ce qui est intéressant dans la naturopathie, c'est qu'on va travailler surtout avec le côté alimentaire, comprendre pourquoi la personne a des troubles digestifs, des maux de tête à répétition, des hémorroïdes ou peu importe. Donc nous, on va travailler beaucoup avec la partie alimentaire et aussi la partie psycho-émotionnelle. Qu'est-ce qui fait que la personne, elle peut être stressée, fatiguée, etc. La gestion des émotions, le sport, le bien-être, en fait, si tu veux, en général. Et on va s'appuyer par le biais d'outils comme les plantes, les compléments alimentaires pour soulager la personne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport à mon métier, eh bien, écoute, moi, je suis spécialisée dans les troubles digestifs. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui représente, où il y a à peu près plus de 98 000 personnes qui me suivent aujourd'hui. Et moi, mon métier, c'est d'accompagner les personnes à supprimer leurs troubles, la cause de leurs troubles digestifs. Donc, troubles digestifs, on va mettre derrière les ballonnements, les maux de ventre, tout ce qui va être, tu vois, sensation de mal digérer, d'avoir un poids sur l'estomac, d'avoir aussi des pathologies un peu plus lourdes, type rectocolite hémorragique, donc d'avoir du sang dans les selles, d'avoir une inflammation au niveau du côlon. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment 48% des Français qui souffrent de troubles digestifs, donc c'est pas un mot anodin. Et moi, mon but, en fait, c'est de m'assurer que c'est de voir avec les personnes que j'ai en consultation, de justement voir ce qui se passe au niveau de leur partie alimentaire, qui leur entraîne en fait des maux au quotidien. D'accord, hyper clair. Je vais avoir 10 000 questions pour toi, je pense, à ce sujet-là. On aura l'occasion d'en revenir. Avec plaisir. Mais je vais commencer par la base, sur toi, sur ta scolarité. Je te vois comme une élève studieuse, une élève modèle à l'école. Est-ce que c'était le cas ? Tu étais quel genre d'élève à l'école, toi ? Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que pas du tout. Clairement, alors moi, tu vois, je vais te dire, au collège, quand j'allais à l'école, c'était parce que j'avais ma bande de copains et de copines et que j'adorais rigoler. Clairement, l'école, pour moi, c'était vraiment source de distraction. C'était, voilà, je prenais du plaisir en voyant mes amis. J'étais une bosseuse, je vais pas te mentir, mais par contre, j'ai jamais été une élève, tu sais, modèle. J'ai jamais eu 17, 18 de moyenne. J'étais toujours dans l'élève moyenne,
voire moyenne un peu moins, tu vois. C'était, même si je bossais énormément par rapport à mes amis, je voyais bien que c'était compliqué pour moi, l'apprentissage. Et puis même, en fait, j'ai eu quand même des reproches, beaucoup de critiques de la part de mes professeurs qui ont pu m'avoir au lycée ou même à l'IUT, hein, d'ailleurs, parce que j'étais dans l'élève toujours un peu moyen. Donc voilà, je dirais que j'étais studieuse, mais que j'avais aucune capacité et aucune, dans le sens, aucune aide, on va dire. Tu vois, tu as des personnes qui vont lire un passage dans un bouquin, qui vont lire leur cours, qui le mémorisent direct. Moi, c'était pas du tout mon cas, clairement. Hmm. Et à cette époque-là, tu t'imaginais faire quel métier? Alors, bah, tu vois, moi, je m'imaginais une carrière toute tracée. Moi, je voulais être à la base, tout à la base, je voulais être diététicienne pendant très très longtemps. Mais il y avait aussi le côté un petit peu marketing, commerce qui m'intéressait déjà à cette époque. Mais en ayant fait un stage de découverte, je crois que c'était en quatrième ou en troisième de diététique, c'est là où je me suis dit, ah non, franchement, ce métier me plaît vraiment, j'adore, c'était super, j'avais passé une trop bonne expérience. Et puis j'arrive au lycée, et puis là on commence à me dire que j'ai pas le niveau en maths, qu'en physique-chimie, bah ouais, j'ai 2 de moyenne, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Et on commence à me faire comprendre que ça va être trop compliqué pour moi, qu'en plus c'est un métier où il n'y a pas de débouché, c'est très compliqué, il y a beaucoup de chômage. Bref, bah faut pas aller dans la voie de la diététique. Donc je crois que j'étais en première ou en terminale, pour moi c'était déjà tout tracé, et là on me dit bah non tu peux pas faire ça, donc faut choisir un autre métier. Et à la suite d'un stage découverte en commerce, j'étais avec une directrice commerciale pendant une semaine et j'avais adoré. Je me dis, ah ouais, c'est super ce qu'elle fait et tout. Bah, je vais faire ça, mais couplé avec le monde alimentaire. Je vais travailler pour l'agroalimentaire, mais couplé avec le commerce. Donc, j'aimerais bien être commerciale. J'aimerais bien aussi sûrement toucher à du marketing. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai postulé à l'IUT Tech de option agroalimentaire. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette voie en me disant, bah voilà, moi j'ai envie de faire de l'agro. Je suis passionnée par le monde alimentaire et je suis sûre que je vais pouvoir apporter des choses. Et de fil en aiguille, bah, c'est comme ça que je suis arrivée donc à l'IUT. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Je me suis retrouvée à Schema. Et j'ai fait de l'apprentissage pendant 2 ans. Et j'ai terminé après en apprentissage donc chez le SAFRE. En tant que, je crois que j'étais chargée de projet marketing à l'international à cette époque en Master 2. Et moi, je me suis dit, bah voilà, ma voie est toute tracée, c'est bon, je vais être embauchée chez le SAFRE, voilà, c'est super, un CDI, etc. Mais tu vois, déjà en Master 2, ce qui se passait, c'est que je sentais qu'il me manquait quelque chose. Déjà en Master 2, ça me titillait, tu vois, je me disais, ah ouais, mais j'aimerais bien quand même un peu aider les autres, mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie dans le marketing? C'est bien, les présentations, c'est bien de voir des clients, mais qu'est-ce que je fais, tu vois, je m'endormais le soir et je me disais, ouais, mais concrètement, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Est-ce que j'ai aidé des gens? Et ça commençait, tu vois, finalement à me bouffer un petit peu le moral. Je commençais, plus ça allait, plus je commençais à me bouffer la tête avec ça. Et je me disais, ouais, ça va pas le faire. Et quand on m'a proposé le poste chez le SAF, bah, si tu veux, j'ai accepté. J'ai eu un CDD de 1 an. J'ai dit, ouais, bon, j'accepte. Parce que je voyais pas trop ce que je pouvais faire d'autre, en fait. Donc j'ai dit, OK. Et puis, dans le parcours personnel, bah, en fait, quand tu te sens pas aligné, quand tu te sens pas bien, bah, tu vas te réfugier dans soit la nourriture, soit le sport, soit ça peut être les relations amoureuses, enfin peu importe. Et moi, si tu veux, j'ai pris le sport. Donc, j'ai commencé à faire énormément de sport. Sans te mentir, je faisais à peu près 10 heures de sport par Ah oui, quand semaine. même. Je me levais le matin à 6 heures, je courais 1 heure, je rentrais le soir, je faisais encore une séance de sport d'1 heure. Bref, je commençais à être boulimique, tu sais, mais pas dans le bon sens du sport. Assez Si malsain, quoi. j'avais pas ma séance, ouais, si j'avais pas ma séance de sport, j'étais mal, hein, j'étais colérique, j'étais pas bien. Et sauf que ça m'a amené des gros problèmes de santé parce que comme j'étais passionnée par le monde alimentaire, mais je faisais aussi pas mal de recherches de mon côté sur le monde du fitness, du sport, et j'ai commencé à tomber dans un excès, en fait, si tu veux, qui m'a rendue malade. Donc j'ai eu de la fatigue chronique. Et cette fatigue chronique, en fait, m'a amené à découvrir le monde, si tu veux, de la naturopathie, que je ne connaissais pas du tout. Et ça s'est fait En comment, cette 2000, découverte, alors, du coup? et bien en fait, comme j'avais des problèmes de fatigue chronique, j'ai vu pas mal de médecins qui m'ont dit que voilà, les analyses de sang étaient nickel, tout allait bien, et on a commencé à me dire à 24 ans, bah, je pense que vous avez un problème psychologique et il n'y a rien à faire en fait. Mais moi, je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas en fait. Je sentais que plus ça allait, plus mon corps me lâchait. Et je me disais, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça avec cette fatigue. J'avais l'impression tout le temps en fait d'être, si tu veux, dans les nuages, mais de la sensation un peu d'ébriété. Donc tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je me balade sur l'île un jour.
Et puis, je vois je m'en souviens encore, c'était un tableau, tu sais, une ardoise en fait qu'ils mettent des fois sur les trottoirs avec point de consultation gratuit, 30 minutes, faites une consultation, venez voir pour votre bien-être. Je sais plus ce que c'était exactement l'accroche, mais je me suis dit, ah tiens, bah, un point de 30 minutes gratuit, hop, j'y vais. Je rencontre ce fameux naturopathe. Et là, en une séance d'une demi-heure, il me dit que je fais n'importe quoi avec l'alimentation. Il me le dit pas comme ça, hein, mais c'est ce que ça voulait dire. Il me dit que je me nourris mal, que c'est pour ça que j'ai des problèmes de santé. Mais moi, en fait, sur le coup, je sors du rendez-vous, je lui dis, mais lui, c'est un gros charlatan, en fait. Je dis, il a rien compris. En fait, je me croyais meilleure à cette époque parce que j'avais lu tellement le bouquin que je pensais que je détenais, si tu veux, la vérité sur la partie alimentaire. Donc, je suis sortie du rendez-vous. C'était en mois de juin, je m'en souviens encore. J'ai dit, je ne fais rien du tout de ce qu'il m'a dit. Je n'applique rien. Donc, je continue avec mes problèmes de santé pendant 8 mois. 8 mois après, je me dis, bon, je vais reprendre rendez-vous avec ce naturopathe. Donc là, j'y vais, je paye une séance. Il me reconnaît et il me dit, mais en fait, on se revoit, mais si t'es pas prête à changer, ça ne sert à rien. Et en fait, cette phrase, elle a fait le déclic dans ma tête. Il m'a posé la question, il me dit, est-ce que tu es prête à changer? Sinon, ça sert à rien. Il me dit, je peux te facturer, je peux te faire payer des séances autant que tu veux, mais il dit, si toi, t'es pas prête à faire le chemin dans ta tête, ça ne servira à rien. Et comment tu t'es sentie Et prête là, à il y a faire eu... ce chemin, justement? Et ben parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il a peut-être raison, et ça vaut le coup que j'essaye de remettre en question mes principes de santé, de ce que je pensais sur la partie alimentaire, pour changer. Et là, ça a été dur parce que, tu sais, quand tu apprends des choses et que tu crois détenir la vérité et que tu crois que ce que tu fais, c'est bon pour toi et qu'en fait, tu te trompes, bah déjà, ton ego, il en prend un coup, hein. Clairement, tu te dis, bah en fait, ce que j'ai appris, c'est pas tout à fait vrai. Et ça fait un petit peu mal au moral et à l'ego. Et donc, je me suis remise en question et j'ai commencé à changer mon alimentation par rapport à ce qu'il me disait. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 jours, je n'avais plus aucun symptôme. Ah oui, c'était Et là, moi, rapide. ça a été ça a été extrêmement rapide, extrêmement rapide. Et en naturopathie, c'est ça ce qui est des fois assez fou, en fait, c'est que tu as des personnes, ça fait 15, 20 ans qu'ils ont des symptômes, et en l'espace, des fois, d'une semaine, ils n'ont plus rien. Alors que ça fait des années qu'ils errent avec leurs problèmes. Donc, je ne vais pas dire que l'alimentation, c'est euh, le miracle. Je ne vais pas dire ça parce que c'est pas vrai. Mais ça fait partie des solutions de la naturopathie, ce qu'on peut offrir. Hmm. Et donc, suite à ça, eh bien, ce naturopathe lançait son école sur l'île et je me suis formée en fait à ses côtés. Voilà, parce que c'est le fond de ma question. C'est comment tu te dis de passer de patiente à spécialiste, comment tu te dis, bah, je vais me lancer dedans, je vais faire de la naturopathie à temps plein, je quitte mon job, je vais être naturopathe. Mais écoute, en fait, au moment où donc j'ai quitté le SAF, au moment en fait, ils m'ont proposé un CDI, j'ai refusé. En fait, moi, c'était très simple. J'avais une grosse pression aussi hein, de la part de ma famille. Encore, le conjoint avec qui j'étais à cette époque m'encourageait vivement à quitter ma carrière dans le marketing. Parce qu'il m'a dit, t'es pas heureuse, tu pleures tous les soirs. Enfin, à un moment, voilà, faut se poser les bonnes questions. C'est pas grave, faut changer. Sauf qu'en fait, bah, tu sors d'une école de commerce, ça fait 1 an que tu bosses, et tu dis à tes parents, papa, maman, vous savez, ça fait 3 ans que vous payez pour mes études, vous m'avez déménagé, je suis partie à Nice, je suis partie à l'étranger, vous voyez, vous avez mis pas mal d'argent sur moi. Bah, en fait, je vais changer complètement. Bah, mes parents, ils avaient un peu les boules, honnêtement. Ils m'ont dit, quoi, tu veux faire de la naturo? Quoi? Mais je connais pas. Mais c'est quoi? C'est encore un truc, une lubie? C'est encore un truc des jeunes? Mais je dis, non, non, c'est un vrai métier. Et donc, si tu veux, pendant 2, 3 mois, je me suis dit, bah, je me suis posé beaucoup de questions. Honnêtement, ça a été dur parce qu'il y a même un moment, tu vois, tu commences à budgéter. Tu dis, OK, si je me mets en reconversion, ce que ça va me coûter. Une école de naturopathie, forcément, bah, c'est pas remboursé. Enfin, c'est pas pris en charge par l'État, c'est pas pris en charge non plus par Pôle emploi. Donc, tu te poses beaucoup de questions. Et puis, en fait, un jour, si tu veux, je me suis aperçue qu'au niveau de mon budget, parce que j'avais un crédit aussi de l'école de commerce à rembourser, et ben, je me suis dit, bah, je vais pas pouvoir faire en fait la naturopathie parce que financièrement, ça va pas être possible. Et je te jure, je suis rentrée le midi. J'étais chez le SAF, donc je rentrais tous les midis quasiment manger chez moi ou j'allais au sport. Je suis rentrée chez moi, j'ai chialé pendant 2 heures. Je n'ai pas mangé. Je suis repartie au travail. J'ai essuyé mes larmes et tout. Et je me suis dit, tant pis et tout, je pourrais jamais être naturopathe, je pourrais jamais aider les autres. Et en fait, le soir, je suis rentrée, j'ai dit, bah tu sais quoi, je m'en fous. Je suis prête, franchement, à vivre en studio. Je suis prête à mettre mon confort de mon côté, mais je m'en fous, je fais cette reconversion. Je savais pas si ça allait marcher, honnêtement. Franchement, la naturopathie, quand à l'époque, 2015, 2016, quand j'ai rencontré des naturaux, il y en avait très peu qui en vivaient. Donc en plus, tu vois, c'est pas un métier, on va dire, mais si, tu gagnes super bien ta vie, c'est super simple. C'est un métier qui n'est pas reconnu par l'État, c'est un métier qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc c'est pas des avantages d'aller dans cette voie, entre guillemets. Et finalement, j'ai dit, bah non, je m'en fiche. Franchement, je prends parce que j'avais le Pôle emploi, donc je prends ces 2 ans de Pôle emploi, je me donne à fond, je fais
franchement, je fais ce qu'il faut. Je vais investir sur moi. J'ai pris des formations dans l'entrepreneuriat sur le développement dans le web. Je m'y mets à fond. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Je retournerai dans ma carrière de marketing. Mais je me voyais pas retourner dans la carrière de marketing. Donc, fallait que ça marche, en fait. Et si tu veux, quand tu mets toutes tes tripes dans un projet auquel tu crois et que tu te fais accompagner, tu te fais aider, je dis pas que ça marche à 100%, mais il y a des choses qui se passent. Même des rencontres ou d'autres choses extrêmement Des positives. rencontres, voilà, exactement. Et tu vois, je vais même te parler de quelqu'un dans la BGE, donc c'est un organisme qu'on a à Lille qui accompagne les entrepreneurs. Et lui, tu vois, c'est pour te dire à quel point des fois un parcours n'est pas figé, c'est que lui, il avait monté sa boîte et en fait, il s'est rendu compte qu'en montant sa boîte, ce qu'il aimait, c'était accompagner les entrepreneurs, donc il a lâché sa boîte et il est venu travailler dans la BGE et c'est lui qui m'a accompagné aussi à mon lancement. Et c'est pas parce que des fois on va faire une reconversion que ça va marcher, parce que des fois en fait on rencontre des personnes sur notre chemin qui vont nous montrer d'autres portes que nous on ne voyait pas et qui vont nous proposer un autre chemin, et ce chemin en fait va nous correspondre, on va se dire ah bah non en fait ce que je veux faire c'est plutôt ça. Est-ce que tu te rappelles Absolument. de ta première patiente ou de ton premier patient et le premier jour où tu as eu une consultation? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Eh bien, franchement, déjà, j'étais tellement excitée de cette consultation, tu peux pas savoir. J'étais tellement heureuse de me dire qu'il y a quelqu'un qui venait me voir en consultation pour avoir des conseils. Et j'étais à fond. Franchement, j'étais à fond. Je me suis dit, la personne en face, elle a dû être saoulée parce que j'arrêtais pas de lui donner des conseils, j'arrêtais pas de parler, etc. Et j'étais en joie. Et je me souviens, je suis ressortie du rendez-vous. J'ai dit, mais c'est là, en fait, c'est ma place. Là, enfin, je suis trop bien, quoi. Je veux faire ça toute ma vie, c'est sûr, en fait. Tu sais, t'as un sentiment de tel bien-être où tu te dis, bah, déjà, je suis utile, j'aime ce que je fais. Et en plus de ça, bah, finalement, je reçois de l'argent. Mais si tu veux, l'argent vient. C'est un plus, en fait, finalement, parce que moi, tu vois, je me suis même posé la question. Je me suis dit, si demain, on me donnait 1 million d'euros et que je pouvais arrêter de travailler, qu'est-ce que je ferais? Bah, je ferais la même chose, en fait. Donc, tu vois, finalement, c'est à ce moment-là que tu as trouvé ta voie. Et si tout le monde se posait cette question en se disant, si on a argent illimité, qu'est-ce qu'on fait? Alors les gens vont dire, ouais, je pars 1 an, je fais des voyages à fond. Non, mais une fois que tu as fait ça, tu as profité à fond, qu'est-ce que tu fais? On a tous besoin d'une mission qui va nous nourrir. C'est bien, on va partir en vacances, ok, tu vas acheter une villa, ok, c'est bien. Et après, une fois que tu as fait ça, tu fais quoi? Mais les gens vont te dire, ah bah souvent tu as l'aide qui revient énormément, mais l'aide c'est pas forcément, tu vois, d'être thérapeute, ça peut être une aide d'en proposer un service, ça peut être une aide d'apporter un matériel, tu vois, un téléphone, ça apporte aussi finalement quelque chose, une aide. Donc en fait, il y a plein de choses, et je pense que de plus en plus dans notre génération, les générations qui viennent, on aura beaucoup d'auto-entrepreneurs et de gestionnaires, je veux dire, d'entreprises, de plus en plus. Parce que la vision de l'entreprise change, parce que les mœurs évoluent. Beaucoup de jeunes comme toi ont envie de se lancer, ont envie des fois d'avoir, tu vois, d'apporter quelque chose, de mettre, c'est pas forcément de mettre la pierre à l'édifice, mais en tout cas d'apporter un changement, tu vois, une contribution. Et on n'est plus du tout dans la même conception que nos parents avec le travail, où on se dit, bon, on y va de 8h à 19h ou de 8h à 17h, peu importe. J'ai mon salaire, je rentre et voilà. On n'est plus du tout dans la même conception aujourd'hui, enfin, à mon sens, du travail. Ah, je partage totalement. Notre vision et notre conception du travail a considérablement évolué, justement. Et on n'aborde plus du tout les choses de la même manière. Mais toi, justement, parce que la naturopathie, c'est un sujet qui est assez vaste, c'est un grand champ de compétences. À quel moment tu te dis et pourquoi tu décides de te spécialiser dans les troubles digestifs? Alors en fait, au début, je voulais pas du tout, enfin, je me vouais pas du tout aux troubles digestifs. Au début, je voulais être spécialisée. Moi, j'adorais le fitness parce que je venais de ce monde-là. J'adorais le monde du sport et je voulais faire de la perte de poids. Donc, tu vois, rien à voir avec les troubles digestifs. Et donc, j'ai accompagné des sportifs, j'ai même accompagné des bodybuilders, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient un petit peu têtus. Et un petit peu, voilà, quand ils ont leur réglage alimentaire avec leur coach sportif, c'est compliqué de leur faire changer leurs habitudes. Et si tu veux, ils me consultaient aussi parce que ils avaient des problèmes de digestion. Et je me suis aperçue au fur et à mesure que ces problématiques de digestion revenaient régulièrement. C'était toujours des problématiques de digestion, de ballonnement, j'ai mal à l'estomac, je digère pas bien, j'ai de l'alternance constipation-diarrhée, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me passionner pour ça. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur ce sujet-là sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et j'ai commencé finalement, tu vois, à me développer sur ça. Et au fur et à mesure, j'ai attiré des personnes qui n'avaient que des troubles digestifs. Et finalement, je me suis dit, mais moi, en fait, j'adore ça. J'ai envie de me former, j'ai envie encore plus de me former sur ces troubles digestifs, observer ce qui se passe.
Et c'est comme ça que j'en suis venue à me spécialiser dans les troubles digestifs. Mais à la base, je me vouais pas du tout, j'étais plus dédiée dans le monde du sportif, tu Ok. vois. Et pourquoi pour toi, il y a autant de personnes qui souffrent de troubles digestifs en 2022? Alors, parce que déjà, premièrement, notre alimentation a énormément changé depuis la génération de nos grands-parents. On a eu l'arrivée notamment de l'agroalimentaire industriel, qui est venu complètement bouleverser aussi la façon dont on se nourrit. Avant, il faut savoir, en 1970-80, tu vois, on passait à peu près 1 heure et demie à table, voire 2 heures. Aujourd'hui, si tu en passes 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu es content. Tu vois, la majorité des gens que j'ai en consultation, des fois, ils me disent: «Je mange debout, je suis en train de faire autre chose». Donc déjà, on a ça qui est venu, j'achète un plat préparé. Donc déjà, on cuisine beaucoup moins, on passe beaucoup moins de temps assis et en plus de ça, on mange des choses, on mange des aliments qui sont dénaturés, mais en plus de ça, qui ne sont pas forcément bons pour notre santé et dans les troubles digestifs, qui sont souvent des aliments qui sont incompatibles entre eux. Donc ça va amener effectivement des troubles digestifs et en plus de ça, dans les antécédents, si tu veux, on a aussi une baisse de l'allaitement qui a été très importante en France notamment. Dans d'autres pays, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas en France, on n'a pas beaucoup de femmes qui allaitent. Ça tend à revenir. Alors tu vas me dire, ouais, mais l'allaitement, pourquoi, c'est quoi le rapport avec les troubles digestifs? Eh bien, quand tu allaites ton enfant, quand une femme allaite son enfant, en fait, elle met en place une flore intestinale qui va être propice à avoir des bonnes bactéries. On a une flore intestinale qui doit être équilibrée. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne, c'est juste l'équilibre. Le gros problème, c'est qu'on est venu par le lait de vache, donc le lait maternisé en poudre qu'on trouve en pharmacie ou en grande surface. C'est un lait qui n'est pas adapté à l'être humain, en tout cas au nourrisson, moi-même un petit peu à l'adulte. Et donc, si tu veux, déjà, la flore intestinale n'est pas la même entre un nourrisson qui va être élevé au lait de vache et un nourrisson qui va être élevé au lait de la maman, le vrai lait en fait, si tu veux. Donc déjà, on va avoir des problématiques chez les enfants de base, notamment des troubles ORL, donc tout ce qui va être otite, rhinopharyngite. Tu sais, les enfants qui sont tout le temps encombrés, qui tombent tout le temps malades, tu peux poser la question, en général, ils sont nourris au lait de vache. Je ne dis pas que c'est 100% des causes, mais ça en fait partie. Et tu as les enfants qui sont nourris au lait de la maman, physiologique, qui tombent beaucoup moins malades, qui ont beaucoup moins de maux de ventre, de coliques, etc. Et donc ça va avoir un impact, parce que tu me dis, voilà, pourquoi les gens ont des troubles digestifs, ça va avoir un impact à vie sur la flore intestinale de l'adulte. Entre 0 et 3 ans, tu établis ta flore intestinale dominante à vie. C'est-à-dire on a 3 couches de flore intestinale. Cette flore dominante qui se met en place déjà dès les premiers 48 heures, et ensuite, entre les 0 et 3 ans, tu peux quasiment pas la modifier. Donc, si tu peux quasiment pas la modifier. Donc, si tu veux, elle reçoit pas les bons ingrédients, bah après, c'est compliqué, tu vois, d'avoir un microbiote qui soit en parfaite santé. Un intestin qui va fonctionner à 100%. Dans ce sens, j'ai lu une citation sur ton site internet qui m'a fait réfléchir, limite fait peur, qui dit: Votre alimentation d'aujourd'hui détermine les 10 prochaines années de votre vie. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Absolument. Parce que je me dis, du coup, c'est mon alimentation de 2012 qui fait mon corps de 2022. Absolument. Alors en fait, tu vas avoir une grande partie qui va être déterminée par tes 10 dernières années, mais tu as aussi celle que tu fais actuellement. C'est-à-dire que ce que tu as pu faire par le passé a une conséquence en fait. Comme ce que je te disais sur les nourrissons, ça a une conséquence à vie. On sait aujourd'hui que l'alimentation qu'on a eue par le passé, comment dire, ça, ça influence tes bactéries au niveau du côlon et notamment aussi au niveau de ton humeur. Mais ce qui est intéressant avec la partie alimentaire et notre corps, c'est qu'en fait, tout peut changer. C'est-à-dire que si tu prends les bonnes décisions et si tu changes ton alimentation, tu peux avoir, c'est ce que je te disais, tu peux avoir des résultats au bout de 3-4 jours. Je te dis, moi, j'ai des personnes en consultation, c'est des fois hallucinant. Même moi, des fois, je suis encore bluffée de me dire que tu as des personnes qui souffrent depuis 20 ans, qui mettent en place le réglage alimentaire au bout d'une semaine, qui ont des résultats. Mais juste hallucinant. Donc, et moi, je suis toujours un petit peu bluffée, tu vois, par cette méthode, parce que je me dis, on reste quand même dans du naturel. L'alimentation, c'est quelque chose qui est naturel. Je te parle même pas de l'utilisation des compléments alimentaires ou des plantes, juste la partie alimentaire. Et j'ai même des personnes, tu vois, qui me disent des fois, je les revois 2-3 mois après, et qui me disent, ah bah, j'ai plus rien comme symptôme. Bon, par contre, je dois vous avouer, hein, j'ai pas pris les compléments alimentaires. Bah, du coup, est-ce que je dois les prendre? Bah non, en fait, parce que si tout va bien, vous n'avez pas besoin de plantes, vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires. C'est-à-dire que tout baigne. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un lien ou une cause à effet entre le corps et l'esprit ou une côté psychologique? Enfin, je sais pas comment expliquer ma question réellement, mais je vois que tu acquiesces, donc tu comprends déjà de quoi je parle.
Ouais, absolument. En fait, déjà, première chose, si tu digères pas bien, tu vas forcément avoir le cerveau qui va être un petit peu dans le brouillard. Tu vois, je te prends un exemple. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu as mangé un burger, tu as mangé un McDonald's, tu as mangé un plat de pâtes énorme. Derrière, tu as un fameux effet coup de barre. Juste ça. Ouais, on l'a Ça tous veut connu. dire que déjà, voilà, ton corps, enfin ton intestin, ton système digestif est relié à ton cerveau. Deuxième chose, tu vas avoir aussi le fameux effet nerf vague. Enfin, c'est pas l'effet, c'est qu'on a un nerf vague qui part, tu vois, de la base du crâne, qui longe, qui passe dans les poumons et qui longe et qui va être au niveau de l'estomac et qui, par ramification, pardon, va aussi se relier au niveau de l'intestin. Et donc, si tu es stressé, imaginons, tu dois prendre ton vol et tu es stressé d'un coup, tu vois, tu as un énorme stress, tu dis, mince, je suis en retard, ma valise n'est pas encore déposée au comptoir, le vol est, voilà, tu te stresses. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ton nerf vague, il s'agite un peu, parce que ça part au niveau de la base du crâne. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau peut-être de ton estomac ou de tes intestins? Bah, ton nerf vague, il s'active. Donc ça s'active aussi, ça envoie un influx nerveux. Mais tes intestins, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme message? Eh les gars, faut s'activer, tout, vite, faut y aller, il y a une selle qui arrive. En fait, toi, la selle, tu vas la déclencher comme une diarrhée, parce que ça s'active. Donc tu vas dire, mais pourquoi j'ai une diarrhée et tout? En fait, c'est ton stress qui a déclenché ça. C'est ta gestion de pensée mal extériorisée, si tu veux, mal gérée, qui a activé ce nerf vague et qui, pas toujours, hein, il y a des personnes qui sont stressées qui n'ont pas de diarrhée, mais si peut-être que tu as une alimentation aussi riche en fibres, avec beaucoup de fibres, peut-être des grignotages, des cafés, etc., bah, le moindre stress, ton corps, il va pas bien savoir le gérer et il va te générer soit des brûlures d'estomac, des aigreurs, soit il va pouvoir te générer une diarrhée pour te dire, ok, bah là, on a eu un stress, ça nous a un petit peu contrarié, tu vois. Donc, c'est lié. Absolument. Et d'ailleurs, tu peux très bien aussi être, tu vois, être bien dans ta vie. Et ça, c'est intéressant parce que les chercheurs maintenant étudient de plus en plus ce phénomène, mais tu peux être très bien dans ta vie, avec ton conjoint, avec ta conjointe, ton travail, ça se passe bien, mais tu sens que tu es un peu, tu vois, dépressif, tu sens que tu n'es pas bien. Ben, en fait, ça vient de ton intestin. Si ton intestin, il est pas bien, en fait, automatiquement, on a une réserve de neurotransmetteurs au niveau de l'intestin, l'acétylcholine à 90%, pardon, la sérotonine, excuse-moi, à 90% dans l'intestin. Et si tu n'apportes pas en bonne quantité, tu vois, des protéines, des féculents, des légumes, ben en fait, cette réserve s'épuise. Et donc, ça va agir au niveau de ton moral. Donc, tu peux très bien te sentir pas bien, un peu dépressif, triste, vraiment, tu vois, pas dans tes baskets. Non pas parce que ta vie ne va pas, mais parce que ton intestin va pas bien. Incroyable. Mais toi qui es spécialiste, qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Parce que moi, à part les 5 fruits et légumes par jour, c'est difficile d'y voir clair. On entend toujours 5 légumes par jour, mais c'est tout. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Aymeric, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on nous donne des théories alimentaires, tu vois, comme tu dis, 5 fruits et légumes par jour, on l'entend à longueur de temps dans les médias, à la télé. Je dis pas que c'est un mauvais discours, c'est très bien, il vaut mieux manger des fruits et des légumes que manger des fast-foods tous les jours. Le gros problème, c'est qu'on essaye de donner une alimentation pour tout le monde. On te dit, il faut manger des fruits et des légumes. Quand on te propose le petit déjeuner classique français, c'est pain, confiture, pain avec une pâte à tartiner éventuellement, un jus d'orange et un produit laitier. Bah ça, clairement, tu vois, dans les troubles digestifs, c'est un petit déjeuner qui va t'envoyer soit directement avoir une diarrhée, soit des maux de ventre. C'est clair et net. Donc, le gros problème aussi, c'est qu'on donne une théorie pour tout le monde, donc ça, je suis pas d'accord. Et en plus de ça, effectivement, on donne pas les bons leviers, on n'explique pas aussi aux gens comment se nourrir. Et c'est très compliqué parce que en fonction des théories élémentaires, on va te dire, voilà, manger 5 fruits et légumes par jour, manger beaucoup, énormément de fibres, manger des pains, multicéréales, du pain complet. Tu vois, le blanc, le féculent blanc, on l'a énormément diabolisé. On dit, ah, le pain blanc, mais surtout pas, c'est pas bon. Les pâtes blanches, non, surtout pas, il faut manger du complet. Eh ben ouais, mais le problème, c'est que si demain tu viens me voir en consultation et que tu as imaginons que tu as une colopathie ou un intestin irritable, des ballonnements, et que je te dis, bah ouais, mais surtout pas du blanc, mangez bien du complet. Ah bah tu vas me dire, mais par contre, c'est horrible, j'arrête pas d'aller à la selle. Bah ouais, parce qu'en fait, toi, le complet, ça te va pas. Donc, ce qui est important déjà, c'est de s'observer. Première chose. Deuxièmement, il y a des principes de base à respecter dans une alimentation. J'en parle beaucoup dans mes vidéos YouTube, mais arrêtons déjà aussi le grignotage. Un principe simple à mettre en place, c'est déjà pour sauver votre intestin et votre estomac, on arrête les grignotages en dehors des repas. Alors tu vas me dire, Émeric, ouais, mais ça, on entend à la télé ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, éviter de grignoter entre les repas. Mais combien le font réellement, tu vois? Combien ne reprennent pas un café, tu vois, après avoir déjeuné? Tu vois, quand je te parle des grignotages, les gens me disent, ah oui, moi je grignote pas. Oh, bah, je mange un fruit éventuellement vers 10h, et puis à 11h, je reprends un café.
Tu vois, on est déjà dans le grignotage, en fait, finalement. Et des fois, on s'en rend même pas compte parce que c'est tellement normal. Et moi, quand je travaillais chez Le Saf, bon, on n'avait pas de machine à café, mais quand je travaillais chez Coca-Cola, notamment, le matin, c'était normal. J'avais déjà pris mon petit-déj à 7 heures et à 9 heures, j'allais boire un café avec les collègues. C'était rare que je prenne un verre d'eau. Hein. Ça faisait un peu bizarre de prendre un verre d'eau à 9 heures, tu sais, avec les collègues. Tout le monde te dit, oh, on prend un café, etc. C'est très commun en France qu'on reprenne tous un café vers 9 heures, 9h30 ou allez, à la rigueur un thé. Bah ça, tu vois, on est sur des choses qui vont relancer une digestion et qui empêchent, si tu veux, ton système digestif de s'auto-nettoyer. Quand tu manges pas, tu mets ton système digestif au repos, tu gagnes en vitalité, donc en énergie, et tu permets à ton intestin, si tu veux, de s'auto-nettoyer, parce qu'on a une onde qui part. C'est un peu compliqué, mais en gros, on a une onde, si tu veux, qui va faire un petit peu tu vois, dans les courses, il y a toujours des voitures balais, ce Ouais, qu'on appelle, ouais. qui vont s'assurer que tout le monde avance. Bah, tu vois, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'intestin. On a des petites voitures balais qui vont s'assurer que il reste pas de boue coincée dans ton intestin, il reste pas de boue coincée dans ton estomac. Donc voilà, il va y avoir un petit nettoyage qui va se faire. Mais si tu mets tout le temps des aliments, toutes les 2-3 heures, si tu reprends un café, si tu prends un fruit en disant c'est ça, t'empêches en fait cette voiture balai d'intervenir. Et donc du coup, alors je te dis pas, c'est pas une fois, mais régulièrement, tous les jours, pendant X années. Plus en plus, tu dors mal, tu fais pas de sport, tu fais pas les bonnes combinaisons alimentaires, puis tu es stressé, puis tu vois, tu bosses énormément. Au bout d'un moment, ton corps, il va te dire, bon, moi, les gars, je jette, je peux plus là, on peut plus, donc on va lui envoyer des symptômes pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il fasse attention à lui et qu'il reprenne une bonne alimentation. Hmm. Et est-ce qu'il y a un aliment miracle, un aliment dont on ne connaît pas dont on méconnaît les bienfaits, justement, en tant que consommateur, et que toi, tu aimes bien mettre en avant sur YouTube ou autre, que tu as peut-être déjà fait? Un aliment dont tu aimerais C'est une nous bonne parler? question. Je réfléchis. Alors pour moi, il n'y a pas d'aliment miracle, tu vois, parce que en fait, un aliment même sain, Mhm. je vais te prendre les brocolis, c'est hyper ultra sain. Un fruit, c'est très sain. Même sain, il peut devenir néfaste. D'accord? Et tu vois, dans beaucoup de théories, on va te dire ces deux aliments sont miracles quand vous avez des troubles digestifs. C'est faux parce qu'en fait, pris en excès, ils peuvent devenir nocifs. La viande en excès, on sait que ça peut devenir nocif. Des légumes en excès, ils peuvent devenir nocifs pour tes intestins. Les fruits peuvent devenir nocifs si tu en prends des grosses quantités. Tu vois, je vais te raconter l'histoire d'une personne que j'ai vue en atelier. C'était sur l'île et je faisais un atelier sur les troubles digestifs et elle m'a expliqué. Elle était tombée dans la théorie, tu sais, de manger que des fruits toute la journée. Voilà, puis ça lui convenait bien. Pendant 3 à 6 mois, je crois, elle a fait ça. Peut-être un peu plus, 6 mois, 7 mois. Et un jour, elle a eu une grosse douleur au niveau du côté droit, énorme. Elle a dû partir aux urgences. Et aux urgences, ils lui ont fait une échographie. Et ils ont découvert qu'en fait, elle faisait une hépatocytose. C'est un foie gras. D'accord. Voilà, et normalement ça intervient quand quoi? Quand on boit de l'alcool, quand on en boit trop ou quand on mange trop aussi, quand on mange trop de féculents, quand on mange trop en général. Et à l'hôpital, ils lui ont dit mais madame, qu'est-ce que vous mangez pour avoir une hépatocytose? Enfin, c'est limite, c'est de l'alcool en fait. Hein. Et elle lui a répondu, enfin elle a répondu au médecin, écoutez, moi je me nourris que de fruits. Et en fait à l'hôpital, ils lui ont dit mais madame, vous savez que les fruits se transforment en alcool, c'est beaucoup de sucre, et donc, c'est à cause de ça que vous avez produit un foie gras. Donc, tu vois, même Incroyable. dans des cas où on veut bien faire, on se dit, parce que la dame, elle voulait bien faire. Hein. Elle s'est pas dit, je vais prendre des fruits, ça va me détériorer la santé. Absolument pas. Elle s'est dit, je vais prendre les fruits pour ma santé. Donc, même en excès, un aliment peut devenir nocif. Et ça, j'insiste sur ça parce que, tu vois, je trouve que ça, on le dit pas assez. Et des fois, on veut bien faire les choses et malheureusement, des fois, on les fait pas bien. Mais c'est normal. On est tous humains, comme tu le disais. On est tellement assommés par des théories alimentaires aujourd'hui que des fois, on sait plus trop quoi faire pour notre santé. Et comment toi, tu as vécu les confinements successifs? Parce que ça n'a pas été les meilleurs alliés pour le bien manger, donc tu as bien dû le voir sur tes patients. Comment ils l'ont Ouais. vécu? Est-ce qu'ils ont eu des prises de conscience? Est-ce que tu as vu des dégradations? Comment toi, en tant que spécialiste, tu l'as vécu? Alors déjà, pendant le premier confinement, moi, j'ai vu une envolée de mes consultations, c'est-à-dire que j'ai été prise d'assaut pour les consultations. À ce moment-là, mon activité a vraiment décollé. Déjà sur YouTube, je voyais aussi au niveau de mes statistiques. Et en plus de ça, donc de mes abonnés, mais en plus de ça, mon calendrier, si tu veux, il était ouvert. Et là, j'ai eu une prise de consultation qui était juste fulgurante. Donc les gens, déjà, pendant le premier confinement, se sont recentrés sur eux, sur leur bien-être. Je sais qu'aussi, tu vois, dans mes amis qui sont coachs sportifs, ils ont eu beaucoup de demandes de la part de visio pour reprendre le sport. Voilà. Donc il y a eu une prise de conscience parce qu'on s'est tourné vers nous-mêmes. En fait, on n'avait plus rien à l'extérieur.
on était chez nous, donc il fallait bien qu'on s'occupe et les gens ont trouvé du temps pour eux. Donc ça, c'est vrai que les gens se sont plus tournés vers eux-mêmes. Et moi, tu vois, de la part de mes consultants, j'ai eu beaucoup de gens qui ont fait des prises de conscience de la part alimentaire, qui voulaient prendre soin d'eux, qui n'avaient pas le temps auparavant et là qui l'ont fait. Et j'ai eu des personnes qui ont, dans la majorité des confinements, et même de 2021, ce qu'on a traversé, la majorité des gens ont réussi à prendre soin d'eux en termes alimentaires. Mais par contre, j'ai pu noter que la majorité des gens étaient devenus sédentaires. Même à travers, voilà, au début, pendant le premier confinement, ça amusait tout le monde de faire les cours via les visios. C'était sympa. En plus, il faisait beau, etc. Donc, voilà. Mais en 2021, clairement, ça a commencé un petit peu à gaver tout le monde. Les gens avaient envie de ressortir. On voulait tous ressortir en salle de sport. On était encore bloqués. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris du poids aussi à cette période-là. Qui ont pas forcément, tu vois, parce que à force de pas sortir, il y a des personnes qui étaient tout le temps en télétravail. Au bout d'un moment, tu vois, tu fais moins attention à toi. Vu que tu sors pas, tu fais pas gaffe à ce que tu mets, tu t'habilles pas forcément, tu te coiffes pas. Il y avait tout ça. Et donc, il y a des gens qui ont aussi un petit peu fait des dépressions à cause de ça, hein, parce que le manque de contact, on voit personne. De toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fiche de manger ça, puisque même si on ballonne demain, de toute façon, je suis en pyjama toute la journée, donc qu'est-ce que ça change en fait? Donc, j'ai eu des personnes qui étaient quand même un petit peu en dépression. J'ai eu des personnes qui ont eu beaucoup de mal avec les confinements, et c'est ce que je peux comprendre, parce que ça a été pour personne, ça a été une période facile. Et donc voilà, donc il y a eu des personnes, tu vois, qui se sont quand même remises au sport, qui ont fait attention à elles, mais j'en ai eu aussi qui sont un petit peu tombées en dépression parce qu'elles avaient besoin de voir du monde et qu'elles n'ont pas vu le monde à ce moment-là. Hyper clair. Donc là, le temps passe et tu décides de te lancer sur les réseaux, YouTube notamment. Comme tu l'as dit tout à l'heure, maintenant tu fédères une communauté de près de 100 000 personnes, ce qui est conséquent, hein, c'est plus qu'un Stade de France. Comment tu expliques cet engouement pour ce sujet qui est quand même ultra spécifique? Et pourquoi toi, tu as eu envie de te lancer, en plus de ton activité, sur de la création de contenu qui prend du temps? Alors moi déjà, depuis dès que je suis rentrée en école de naturopathie, je voulais faire des vidéos. Moi, j'avais un ami qui était youtubeur, rien à voir dans l'immobilier et du coup, il me parlait à chaque fois en fait, comme il voyait que j'étais passionnée dans le bien-être, déjà à l'époque où je travaillais chez le SAF, il me disait: «Mais ouvre ta chaîne, fais des vidéos, parle de ce que tu fais, parle de ton contenu sportif et cetera». Mais moi, à l'époque, je me sentais pas du tout légitime, en fait. Je me dis: «Mais j'ai pas de diplôme, je vais pas dire, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça». Donc je me sentais pas du tout légitime. Mais il m'en parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me disait: «Voilà, faut que tu sois sur YouTube, ça va apporter, de l'aide et cetera». Donc j'avais déjà un aspect où j'étais très attirée par les vidéos, mais j'avais peur de me lancer honnêtement. Et puis surtout, oh, mais mon Dieu, la première vidéo que j'ai faite, mais j'en aurais chialé tellement je trouvais que j'étais nulle à la caméra, quoi. Aujourd'hui, ça va nettement mieux. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Mais sans te mentir, la première vidéo, c'est ma présentation de la chaîne YouTube et ce qu'on va retrouver sur cette chaîne YouTube. J'ai mis la vidéo, je crois, fait 3 minutes. Elle est toujours disponible sur YouTube. Je crois que j'ai mis, sans mentir, j'ai commencé à tourner à 14h, je l'ai terminé à 19h. Ah oui, quand même. Pour 3 minutes de vidéo, et sachant que c'était une présentation sur moi. Donc voilà, donc c'est pour te dire, mais j'aurais mis limite la caméra en l'air tellement je me mettais la pression, tellement je parlais vite. Moi, je sais que je parle toujours très vite. J'arrivais pas à regarder l'objectif, c'était très compliqué. J'étais en sueur, j'avais les mains moites. Donc c'était dur. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas y arriver, ça va être trop compliqué. Donc j'ai commencé aussi à regarder des vidéos sur YouTube, des tutos, tu sais, pour savoir comment parler à la caméra. Puis en fait, après, c'est en faisant qu'on devient Ouais. forgeron. Donc finalement, plus j'ai fait. Au début, c'était pas top, hein. Mes premières vidéos, tu peux regarder, hein. Je regarde pas l'objectif, je regarde beaucoup à droite, à gauche, etc. Parce que j'avais énormément de mal à fixer l'objectif et à tenir mon discours en même temps. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et donc finalement, j'ai eu envie quand même de me lancer sur YouTube parce que je trouvais que la plateforme était très intéressante. Et je préfère la vidéo. J'ai toujours préféré le visuel, enfin en tout cas le contact visuel. Même tu vois, quand j'ai passé mes oraux d'école de commerce, je me vendais beaucoup plus facilement à l'oral qu'à l'écrit. L'écrit, ça n'a jamais été trop mon truc. On va pas dire que je suis nulle, mais je suis pas une bonne rédactrice et je prends pas plaisir, tu vois, à le faire. Donc moi, ce que je conseille toujours, même aux personnes, tu vois, qui sont, c'est de faire déjà quelque chose qu'on aime. Si on n'aime pas, tu vois, Instagram, je suis beaucoup moins présente parce que j'aime pas rédiger, j'aime pas écrire. Donc je le fais de temps en temps quand j'ai quelque chose, une idée qui me vient en tête et je me dis, ah tiens, il faut que je partage ça. Mais en soi, je prends beaucoup plus plaisir à prendre ma caméra, lancer l'objectif, tu vas dire, ah tiens, j'étais là, il faut que je leur parle de ce sujet-là, à tourner la caméra. Et des fois, je suis en impro parce que j'adore et j'adore raconter des anecdotes. Et via Instagram, c'est plus compliqué en fait de le faire via un post en écrit ou une autre plateforme. Et donc finalement, moi, j'ai vraiment une sensibilité avec cette vidéo, enfin avec la vidéo en fait. Ok. Et comment tu as structuré ta stratégie, justement? Comment tu arrives à déterminer les sujets que tu vas traiter? Tu as une ligne éditoriale? Tu le fais en co-feeling? Tu travailles comment?
Alors en fait, tout au début quand je me suis lancée, c'était vraiment au feeling, c'était vraiment les sujets que j'avais à cœur, que je voulais aborder et aider pour ma communauté. Il y avait aussi beaucoup de sujets dont je me nourrissais pardon, par rapport à mes consultations. J'avais des personnes qui venaient avec des problématiques et ça restait dans le coin de ma tête en me disant: «Tiens, ça faudrait que j'en parle parce que ça revient beaucoup», tu vois? Et après, bah, forcément maintenant, bon, j'ai une chaîne qui regroupe 100 000 abonnés, donc j'essaye, tu vois, de scinder. Maintenant, j'ai un petit calepin, sur internet où, tu vois, c'est par sujet. C'est-à-dire que j'ai, l'estomac, j'ai l'intestin, je vais avoir les maladies inflammatoires et en fait, en fonction des consultations que j'ai ou en fonction des choses qui se passent aussi dans mon environnement, je note les idées. Je note les idées. Par exemple, tu vois, là, j'ai fait une vidéo sur le sandwich récemment sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'étais dans une boulangerie et que la personne juste avant moi voulait un sandwich sans gluten. Elle demandait si elle voulait qu'on retire les crudités. Et tu vois, je me suis dit, tiens, c'est drôle parce qu'on est quand même en France. J'ai jamais parlé du sandwich. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur le sandwich. Est-ce que c'est bon ou pas pour quand on a des troubles digestifs? Donc, tu vois, et même en magasin bio, des fois, bah forcément, quand tu fais tes courses, des fois, et puis tu restes un petit peu longtemps, t'entends des personnes dire, ah tiens, est-ce que je devrais prendre ci, est-ce que je devrais prendre ça? Et donc, ça me nourrit au niveau de mes vidéos YouTube. Et en fait, et j'adore, je me dis, ah, mais il faut trop que je parle de sujet et tout. Tu vois, je suis déjà emballée à l'idée de parler de la vidéo, en fait, de ce que je vais raconter. Donc, et j'adore. Et après, c'est rare que je sois en manque d'aspiration parce que je trouve qu'il y a tout le temps des sujets à raconter sur les troubles digestifs. Il y a tout le temps, puis il y a tout le temps des nouvelles choses qui sortent. Donc, j'adore, en fait. Franchement, c'est une vraie mine d'or, surtout que tu proposes tout le contenu gratuitement. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, je peux que les inviter à aller voir cette chaîne YouTube. Je mettrai le lien en description de l'épisode parce que ça vaut le détour. J'avais une autre question sur ton quotidien. Qu'est-ce qui te prend, toi, le plus de temps dans tes journées? C'est les consultations, c'est les formations que tu fais, c'est les créations de contenu? Alors, ce qui me prend le plus de temps, c'est la gestion des réseaux. Euh, Personnellement, je pense que je suis mal organisée de ce côté-là. Parce que déjà, tu vois, j'ai la tendance, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, d'être accrochée à mon téléphone. Pourtant, j'ai désactivé les notifications, mais du coup, ça ne m'empêche pas d'aller sur Instagram voir ce qui se passe, ça ne m'empêche pas d'aller sur Facebook ou sur YouTube. Et aujourd'hui, ce qui me prend le plus de temps, honnêtement, c'est la gestion des mails. Des mails, alors, j'ai à peu près 6 boîtes mails différentes. Donc forcément, ça donne, tu vois, un peu de travail. Donc, tu vas avoir ma boîte mail de consultation. Tu vas avoir ma boîte mail aussi de toutes les formations pro et les ateliers. Tu as des personnes qui posent des questions. Et puis après, tu as mes différentes boîtes mail par rapport aux newsletters que je peux envoyer. Donc, des personnes qui demandent des informations. Ça me prend énormément de temps. La dernière fois, tu vois, j'ai chronométré combien de temps j'avais mis pour répondre à un mail après une consultation. J'ai mis 25 minutes. Ouais, c'est énorme. Parce qu'il y avait, voilà, il y avait énormément de questions. Mais donc, ça me prend du temps. Et puis après, j'ai la gestion aussi, tu sais, des commentaires sur YouTube. Je m'efforce de répondre quasiment à tout le monde. Il y a des fois, je peux pas parce que je manque de temps. Et puis, tu as aussi la gestion des messages sur Instagram, des messages privés que je reçois. J'en reçois à peu près, tu vois, une trentaine par jour. Plus, à peu près, je dois recevoir, allez, entre 20 et 40 commentaires par jour sur YouTube. Donc, ça donne quand même un peu, tu vois, de travail. Après, c'est une gestion, c'est une organisation. J'ai déjà pensé à déléguer, mais j'y arrive pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, tu vois, je garde encore voilà, toute mon entreprise aujourd'hui, c'est moi qui la gère. Tu Il es y a toute seule. personne qui s'occupe. Ouais, je suis toute seule. Je gère tout toute seule. Donc, la question, tu vois, sûrement pour 2022 et 2023, ça sera de savoir s'il y a une partie que je peux déléguer pour m'aider, me soulager par rapport à ça. Tu anticipes ma question parce que justement, j'allais te demander quelle est la suite pour toi et qu'est-ce que tu aimerais développer? Alors la suite pour moi, eh bien déjà c'est de faire grandir ma communauté sur YouTube. Vraiment je suis vraiment, engagée sur ça. Et la suite, c'est de développer toujours du contenu, attractif et de proposer des formations pour aider, excuse-moi, les particuliers. Donc la suite, ça va être ça. Là, tu vois, il y a une formation sur l'estomac qui va sortir pour le mois de mars, pour toutes les personnes qui ont des problématiques de reflux, de sensation de mal digérer au niveau de l'estomac ou encore de la gastrite, des remontées acides, tu sais, au niveau de l'œsophage. Et moi, mon but, c'est vraiment, tu vois, ce qui me plaît le plus dans mon métier. Hier soir, tu vois, je consultais mes messages Instagram et j'ai une dame qui m'expliquait qu'elle m'avait vue en consultation. Je vois tellement de monde, donc du coup, j'ai du mal des fois, tu sais, à me remémorer la personne. Pourtant, des fois, tu vois, je fais l'effort, je me dis, attends, cette personne, je l'ai vue pour ça, etc. J'essaye, tu vois, de mémoriser le visage et de me dire, tu t'en souviendras et tout, s'il y a très écrit. Non, je m'en souviens pas. Je me souviens pas de la personne physiquement, mais je me souviens pourquoi je l'ai vue. Et hier soir, je regardais ça et je regardais une dame qui m'avait justement écrit via Instagram pour me dire voilà qu'elle était passée à l'action et qu'elle avait plus de troubles digestifs. Et en fait, tu vois, finalement, moi, ce métier, je le fais pour ça, en fait. Je le fais pour quand les personnes m'écrivent et qu'elles me disent, voilà, c'est rentré dans l'ordre, j'ai plus rien.
Mais la satisfaction quand je vais me coucher, en fait, je suis sur un en fait, pour moi, c'est le plus grand bonheur finalement que je peux avoir. Tu vois? Donc c'est le plus grand bonheur et j'ai vraiment envie de continuer sur ça. J'ai envie de continuer à former. Aujourd'hui, je forme les naturopathes dans les troubles digestifs. J'ai ouvert une académie en ligne. Il y a 2 promos aujourd'hui par an, qui se font. Après, elle va sûrement évoluer, on verra. Mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur, tu vois, d'aider, les naturopathes aussi à se former dans les troubles digestifs, à pouvoir accompagner, en tout cas, à les former sur comment moi je vois les choses et comment ils peuvent aider leurs consultants. Il y a une petite lacune, hein, dans les, c'est un peu plus spécifique, on va rentrer dans un autre sujet, mais dans la formation des naturaux, il y a une petite lacune, hein. Des fois, c'est un petit peu trop théorique et ça manque un peu de concret dans les formations de naturopathes. Et je me suis aperçue que j'avais eu beaucoup de demandes, hein, de formation de naturopathie dans les troubles digestifs, donc je me suis lancée là-dedans. C'est quelque chose que j'adore honnêtement, la formation. J'aimerais bien continuer aussi. Donc voilà, ça laisse pas mal de projets. Et puis j'ai aussi une équipe de naturopathes qui me rejoint maintenant pour récupérer une partie de mes consultations. Donc là, il y a une personne déjà qui s'appelle Coralie en plus, donc c'est drôle, qui a rejoint l'équipe. Et j'ai aussi Marion qui est arrivée aussi là récemment, qui rejoint aussi l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Tu vois, on est plus dans le côté management. Côté management, récupération, consultation, on fait des points. C'est quelque chose que j'aime bien parce que dans mon métier, je suis très seule et j'aime beaucoup en fait le fait d'avoir voilà d'échanger. Donc voilà un Je petit peux peu les que comprendre. projets et à voir si je délègue pas une partie de mon activité au niveau des réseaux. Je peux que comprendre. Ça dure combien de temps un suivi en naturopathie quand tu es un Et patient? ben ça dépend. Alors la première consultation, ça dure 1 heure et demie à peu Ouais. près. En général, moi, comment je m'organise, tout le monde ne travaille pas de cette façon, mais moi, ce que je fais, parce que j'ai fonctionné aussi beaucoup comme ça dès le début, en général, je leur dis, voilà, on laisse passer 3 mois. Si vous sentez qu'il n'y a plus de symptômes au bout d'une semaine, 15 jours, on n'a pas besoin de se revoir. Par contre, si vous sentez que dans 3 mois, en fonction de comment ça avance, tu vois, pour les maladies inflammatoires, je suis obligée de revoir quand même Hmm. les gens, d'avoir un suivi. Donc, on va se revoir peut-être 3, 4 mois, 6 mois. Ça dépend. Mais pour les personnes, tu vois, qui ont des ballonnements, de la colopathie, de l'intestin irritable, ça va assez vite. Donc, en général, je les revois des fois même pas du tout, en fait, parce que c'est rentré dans l'ordre. Donc, ça va dépendre de la personne. Et moi, je laisse vraiment la personne revenir parce que ça sert à rien de faire du suivi toutes les semaines. Il faut aussi que le corps, il l'intègre, en fait. Ouais. Le corps doit intégrer. Donc, c'est pour ça que j'aime bien laisser passer 3 mois. Le temps, tu vois aussi que la personne puisse changer ses habitudes alimentaires et qu'on voit ce qui se passe au niveau du corps. Ok. J'aime beaucoup poser quelques questions plus personnelles à la fin de notre discussion. Et une particulièrement, si demain tu croises la Coralie d'il y a 25 ans, quel conseil tu aimerais lui donner? Franchement, c'est une bonne question. Si je croise la Coralie d'il y a 25 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Bah écoute, le conseil, honnêtement, que je pourrais lui dire, c'est. Ça va peut-être sembler un peu bateau, mais franchement, c'est ce que je dirais, c'est fais ce que tu aimes et surtout écoute ton intuition. Hmm. Vraiment, je pense que ça d'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut vraiment donner aux personnes qui nous écoutent. C'est toujours, toujours, toujours d'écouter votre intuition et de pas écouter les autres en fait. Parce que il y a plein de personnes qui vivent des situations où elles sont mal, où elles sont pas bien, parce qu'elles s'enferment aussi en, tu sais, dans la croyance des autres. On leur a dit qu'il fallait faire comme ça, le regard des autres, la société, etc. Donc en fait, finalement, elles vont pas vivre leurs rêves. Peut-être que leur rêve c'était de monter une boîte, peut-être que je dis n'importe quoi, leur rêve c'était peut-être d'avoir des enfants, ou peut-être de pas avoir d'enfants, je sais pas. Et finalement, tu vois, il y a des personnes qui vont vivre à travers ce qu'on leur dit de faire. Et ça, je trouve que c'est dommage. Donc moi, franchement, le conseil que, voilà, vraiment le conseil que je pourrais me donner à moi-même si, voilà, je revenais, et le conseil, tu vois, que je donne aux personnes qui nous écoutent, eh bien, c'est vraiment d'écouter son intuition et de faire comme on a envie de faire en fonction de nos propres valeurs. Hmm. En fait, il y a pas de bonne, il y a pas de bonne carrière, il y a pas de, ouais, il y a pas de bonne carrière ou il y a pas de meilleure façon de faire en fonction de ce qu'on fait nous-mêmes, en fait, finalement. Et tu vois, je vais te dire un parcours. Si c'était à refaire, tu vois, des fois les gens me disent: «Est-ce que c'était à refaire, tu te reconvertirais comme ça? Est-ce que tu ferais différemment?» En fait, je me dis: si je me suis reconvertie, à ce moment-là et que ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça et que finalement, ce que j'ai eu, parce que j'ai eu des gros, quand je me suis reconvertie, quand je me suis lancée, j'ai eu des gros problèmes personnels avec mon ancien conjoint. Je me suis séparée, etc. Sauf que je dépendais de lui financièrement. Donc ça a été un peu la galère. Je me suis retrouvée en colocation à 28 ans. Donc c'était dur, hein, moralement, parce que tu te dis à 28 ans, déjà t'as pas de thunes parce que tu te reconvertis, mais en plus de ça, donc tu fais un métier qui n'est pas reconnu, et en plus tu te sépares de la personne avec qui tu es depuis 7 ans. Bon, bah voilà, ça fait un peu quand même beaucoup encaisser, et tu te retrouves en coloc avec des étudiants qui ont
19, 20 ans, donc qui ne pensent qu'à faire la fête. Et toi, tu es plus en mode, ouais, mais moi, par contre, les gars, j'aimerais bien dormir assez tôt parce qu'en fait, je travaille quand même. Donc, tu vois, finalement, tu as des parcours de vie qui sont difficiles, mais j'ai envie de te dire, des fois, tu es obligé de passer par là parce que ça t'apprend des choses. Et si c'était à refaire, je ferais pareil, même si je devais revivre effectivement mes galères personnelles. Ça, je le referais quand même. Parce que tu apprends, tu grandis, tu comprends des choses. Et je pense que des fois, sans les galères qu'on peut traverser, si on n'a pas de galère, des fois, on peut pas comprendre certains messages, en fait. Et avec le recul, j'aime beaucoup cette idée-là, que rien n'arrive par hasard. Mais maintenant, avec le recul, quel a été ton plus gros échec pour toi? Est-ce que tu en as eu un? Un échec qui t'a vraiment marqué? Souvent, on me dit, l'échec que j'ai eu, on me dit souvent, ouais, tu regrettes pas d'avoir fait une école de commerce pour finalement être naturopathe. C'est souvent ce qu'on me dit, hein. Bah, en fait, non. Je dis aux personnes, pas du tout. En fait, je suis hyper contente d'avoir fait une école de commerce parce que ça m'a ouvert sur le côté entreprise. Si peut-être aujourd'hui que je suis connue via YouTube, c'est peut-être parce qu'aussi j'ai fait une école de commerce, qu'il y a des, tu vois, il y a des choses dans le marketing que je connaissais. Donc finalement, pour moi, c'est une force. Et puis, tu as aussi le contact client qui est très important. On reste quand même des professions thérapeutiques, mais on a quand même aussi, pour moi, il y a un accompagnement aussi un petit peu commercial derrière tout ça. Donc, si tu veux, honnêtement, si je pense à vraiment un échec, un truc qui m'a profondément bouleversée, attends, parce qu'il faut que je réfléchisse, bah en fait, je vois pas, en fait. Honnêtement, hein, c'est même pas pour me lancer des fleurs, comme je te disais, hein, j'ai eu un parcours difficile dans le perso au moment de ma reconversion. Ça a été très très dur moralement, mais je me sens, tu vois, j'ai pas senti un échec. C'est bien. Tant mieux. Vraiment, tant mieux. Ouais, j'ai pas senti, oui, j'ai pas senti d'échec. Tu vois, je préfère dire une leçon de vie. Ouais, je comprends. Alors, ta plus belle leçon de vie? Et ben ma plus belle leçon de vie, c'est ça justement. Alors je vais vous parler d'un truc personnel que je n'ai jamais parlé à personne. C'est en exclusivité sur ce podcast. Quand j'étais en reconversion, donc je travaillais dans une boutique à Lille et je commençais un petit peu à développer mes consultations, mais tu vois, c'était très light parce que je venais d'être diplômée, il fallait que je me fasse connaître. Tu vois, je faisais 2 vidéos par semaine sur YouTube. Alors c'est très 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 simple là aussi. Quand j'ai fait YouTube, j'ai traversé le désert pendant 7 mois, hein. C'est-à-dire que je n'avais aucun commentaire. Je prenais même pas allez, une trentaine d'abonnés par mois peut-être. Quand j'avais un commentaire, moi c'était la joie, j'étais genre trop heureuse. Je me souviens encore d'avoir envoyé un texto à une amie en lui disant oh, regarde, j'ai reçu un commentaire et tout, j'aimerais trop que les gens commentent plus mes vidéos. Aujourd'hui, je me dis mais en fait, c'est tellement courant, tu vois, que les gens commentent mes vidéos que je suis habituée, mais à l'époque, j'étais tellement mais waouh. Incroyable. Enfin, j'étais trop contente. Et j'avais un prêt étudiant, je devais aussi payer ma colocation qui était quand même pas donnée non plus. Et en fait, je voyais bien qu'avec mon salaire de la boutique, parce que j'étais vraiment en mi-temps, je travaillais 2 jours par semaine, donc moins d'un mi-temps, et avec les peu de consultations que j'avais, bah, tu vois, au fur et à mesure, je voyais bien que mes dépenses étaient plus importantes que mes rentrées d'argent. Et au fur et à mesure, bah, je me rendais compte que ça n'allait pas du tout, que j'étais tout le temps découvert, jusqu'à un moment où ma banque m'appelait en disant oui, mademoiselle Béguin, ça fait plus de 35 jours, vous êtes à découvert, ou plus de 60 jours, je sais plus le temps quand ils t'appellent. Là, il faut renflouer votre compte parce que vous risquez d'être interdit bancaire. Et déjà, quand t'as la banque qui t'appelle à 19h30 comme ça un soir, tu dis ok, déjà, là, je vais pas bien dormir du tout. J'avais pas de réserve de côté, j'avais rien. Clairement, j'étais à poil. C'est le cas de le dire. Et il était hors de question que je demande à mes parents de l'argent. C'était clair et net. Je ne voulais pas. Parce qu'ils m'avaient déjà payé l'école de commerce, je les avais déjà. Et puis, ils m'avaient clairement dit tu te reconvertis, tu te débrouilles. Nous, on ne mettra pas un centime de plus dans ton métier. Donc j'aurais dit ok, pas de souci et tout, j'assume. Et en fait, je n'avais pas dormi de la nuit et j'ai appelé mon frère, j'ai dit écoute, je suis en galère et tout. Mon petit frère en plus, hein, juste pour préciser. Donc tu te tapes la honte, tu te dis voilà, normalement je suis la grande sœur, je suis censée quand même voilà, protéger un peu plus, etc. Donc je me retrouve à demander une somme d'argent à mon frère parce que je m'en sortais pas financièrement. Mon frère accepte tout de suite, il me dit il n'y a pas de problème et tout. Mais il me dit, voilà, tu devrais quand même en parler aux parents parce que, tu sais, ils vont t'aider, ils savent que tu es en reconversion, que c'est pas facile, que tu te lances, enfin voilà, c'est normal. Je refusais. Mon ego me disait non, non, je veux pas et tout machin. Puis je me dis ouais, bon, je vais quand même leur en parler. Et en fait, bah tu vois, mes parents ils m'ont prêté cette somme d'argent, ils m'ont dit mais bien sûr qu'on va te la prêter, il y a aucun problème. Et tu vois, je m'attendais tellement à ce que mes parents me fassent la morale en me disant bah tu vois, on te l'avait dit de pas trop convertir, que tu vois t'allais être dans la merde financièrement, qu'est-ce qu'on t'avait dit et tout. Tu vois, je pensais que mes parents allaient me dire ça et mes parents agréablement m'ont dit mais bien sûr qu'on va te prêter cette somme d'argent, tu nous la rembourseras quand tu pourras. Et tu vois, sur le coup, je me suis promis après, à ce moment-là, l'argent qu'ils m'ont débloqué, je me suis dit, plus jamais je serai découvert, plus jamais j'aurai de problème d'argent. Et à partir de ce moment-là, je fais ce qu'il faut.
je me serre la ceinture, je m'en fous, je fais très attention à ce que je dépense pour plus jamais être à découvert. Et l'année d'après, j'aurais remboursé la somme. Parce qu'après, du coup, j'ai lancé aussi mes formations en ligne qui m'ont permis aussi, voilà, de me faire connaître, d'avoir aussi plus de rentrées d'argent. Les consultations ont décollé aussi. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, tu as des leçons de ta vie. Et à ce moment-là, dans mon lit, j'ai cru que j'allais abandonner la naturopathie. C'est à ce moment-là, tu vois, quand j'ai demandé de l'argent à mes parents, où je me suis dit, je m'en sors pas financièrement, c'est très dur moralement. J'avais plus mon conjoint de l'époque, je me retrouvais en coloc. Enfin, tu vois, ça a tout un truc où quand tu as 28 ans, tu vois tous tes amis qui avancent, tu vois, qui se paxent, qui ont un appartement en cachette et tout, et toi tu régresses complètement et tu te dis mais c'est pas possible en fait. Bah oui, mais en fait toi tu as fait le choix de te construire une nouvelle carrière, donc forcément ça prend du temps en fait, et un métier en plus pas reconnu. Donc finalement, tu vois, aujourd'hui, je me dis c'était vraiment très très dur moralement, mais cette leçon de vie et tu vois ce qui a été le plus difficile, en fait finalement je me dis aujourd'hui c'est une force. Merci beaucoup pour ce partage. Franchement, c'était poignant, c'est une belle histoire. Avec C'est plaisir. ton histoire. C'est la première fois que j'en parle, hein. J'en ai jamais Non, bah, parlé, merci beaucoup. tu vois, mais Je pense que ça fait écho à voilà, beaucoup de créateurs qui se lancent aujourd'hui, ou peut-être demain, ou de personnes qui ont eu des galères dans leur vie. Comme quoi, c'est possible de rebondir, de croire en soi et de relever le absolument. défi, quoi. Il faut, en fait, ouais, pour moi, ce qui est très très important, parce que j'ai d'autres amis qui sont entrepreneurs, il y en a qui ont moins réussi, mais tu vois, finalement, ce que je revois à chaque fois, c'est que beaucoup, en fait, dans tout ce que tu vas lancer, dans tout ce que tu vas faire, la création d'entreprise, ton job en tant que thérapeute, peu importe, tu as une traversée du désert. Et cette traversée du désert, tu peux en parler à qui tu veux, notamment, tu vois, Olivier Roland, que je suis beaucoup, qui est un entrepreneur sur le web et qui accompagne les entrepreneurs. Il en parle en fait tout le temps de cette traversée du désert. Il faut être prêt moralement, c'est-à-dire que tu vas faire des actions, tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ton business il se développe, il ne se passera rien. Et ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais il faut être prêt mentalement à dépasser ce désert. Et une fois que tu dépasses ce désert, il se passe des choses juste formidables. Mais la majorité des gens, en fait, se disent qu'au bout de, tu vois, 1 mois, ils ont fait leurs efforts, ça marche pas, du coup, ça veut dire que le business, c'est pas bon. Bah ouais, mais non. Parce qu'en fait, ça prend un certain temps, tu vois, il faut mettre en place l'inertie. Tu vois, c'est comme la perte de poids. Tu vas aller courir 3 semaines, tu dis, ah, j'ai pas perdu de poids. Bon, bah j'arrête. Bah ouais, mais il faut une certaine inertie, en fait. Il faut que ça se mette en place. Il faut, tu vois, c'est des efforts qui doivent se faire vraiment régulièrement pour avoir des résultats. Je comprends bien, je comprends très très bien. Et toi, là, tu fais quoi de ton temps libre? Parce que tu as un petit peu de temps libre à côté, tu fais quoi? Tu continues le sport, du fitness? Ouais, je continue. Alors avec la fermeture des salles, ça a été compliqué, mais je continue toujours le sport. En tout cas, là, je suis en salle, je fais à peu près 2 à 3 séances par semaine, très intensives. Ok. À côté de ça, j'ai un chien maintenant. À côté de ça, j'ai un chien, donc je vais me balader avec elle 1 heure tous les jours. Donc on fait une marche tous les jours d'1 heure, et puis là, dès qu'elle sera un peu plus grande, je vais aller courir avec elle. Mais voilà, donc je fais 1 heure de cardio, voilà, 1 heure de marche tous les jours, plus 3 séances très intenses pour maintenir justement la transpiration, parce que la marche c'est bien, mais bon, tu transpires pas non plus des masses. Donc je fais ça. Et puis dans mon temps libre, écoute, qu'est-ce que j'aime bien faire? Eh bien moi j'aime beaucoup être au contact de la nature, donc dès que je peux, je suis dehors en général. Enfin, ça dépend du temps, mais en tout cas, j'essaye. J'aime beaucoup lire et j'aime bien cuisiner aussi, donc souvent je fais ça. Et puis, tu vois, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est être dans des voix. C'est un truc tout bête, hein, mais j'aime bien dans la cuisine mettre un fond, tu vois, de jazz et cuisiner, tu vois, à ce moment-là. C'est quelque chose que j'adore. Et justement, sur les recettes, je sais que tu en proposes régulièrement sur Instagram. Quelle est ta préférée en ce moment? Ou celle Eh que bien, tu ma adores? préférée en ce moment, qu'est-ce que j'aime en ce moment? Alors moi, j'aime beaucoup je sais, ça paraît bizarre, mais j'aime bien le brocoli, parce que souvent les gens me disent: «Ah, quelle horreur!» Donc j'aime bien faire ça, tu vois, avec un peu de pesto. En général, je fais ça. À côté, je vais faire ce que j'aime bien faire, c'est des filets de rouget, tu vois, au four. Soit je fais ça, ou des fois après, je fais juste 2 œufs à la coque, tu vois, ça j'adore aussi, avec un peu de pain à côté. Et en général, je rajoute une petite base, tu vois, de pâte complète avec une huile d'olive au basilic. Voilà, bon, ça c'est C'est un must. juste excellent, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un film ou une série, ou peut-être un livre que tu aimerais partager avec nous, qui t'a marqué ou animé? Un livre qui m'a marqué, que je recommande vraiment à tout le monde, on reste dans la naturopathie, mais c'est Diététique de l'expérience de Robert Masson. C'est un livre c'est 50 ans en fait d'expérience. C'est un naturopathe qui est, pour moi, enfin, qui est à mon sens le meilleur, qui a fait énormément d'observations, et je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de lui dans ma méthode. Il a passé son temps à observer, donc il a fait plus de 50 ans d'expérience d'observation dans les consultations, et donc son livre,
va regrouper un petit peu, tu vois, tout ce que tu disais, 5 fruits et légumes par jour, les théories alimentaires, etc. Donc, il explique beaucoup de choses. C'est un petit peu complexe des fois à comprendre parce qu'il prend beaucoup de raccourcis, mais raccourcis un peu complexes. Mais en tout cas, c'est super intéressant et ça donne une super bonne base pour toutes les personnes qui sont intéressées dans la partie alimentaire. Hyper clair, merci beaucoup. Et tu me disais une série ou Ouais, un, si t'as une série ou un ou un film qui te film. plaît, qui t'a animé ou marqué. Hum, Bon, je regarde beaucoup. J'ai un compte Netflix, donc j'ai pas enfin, je regarde pas la télé, mais qu'est-ce que j'aime bien? Ah bah si, il y a une série que j'aime beaucoup. Bon, c'est drôle et je trouve ça, enfin moi je trouve ça sympa. J'aime beaucoup Fais pas ci, fais pas ça. D'accord. C'est très enfantin et c'est l'histoire de deux familles, voilà, une de gauche, une de droite. Et c'est que des histoires un peu qu'on pourrait croiser dans notre quotidien et c'est assez drôle. Et honnêtement, ça détend bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette série. Je crois que j'ai dû la regarder au moins 3 ou 4 fois. Donc, c'est pour dire. Voilà. C'est un petit truc assez sympa à regarder, soit en famille ou même tout seul. Hein, quand on, voilà, c'est super sympa. Avant, dernière question, on a parlé beaucoup de ta famille durant cet épisode. Tu entretiens quel lien avec eux? Ils te disent quoi maintenant? Maintenant qu'ils t'ont vu réussir, etc. Eh ben, en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que je pense que, tu vois, finalement, je vois mon frère, il est ingénieur et il est salarié. Et si tu veux, d'ailleurs, dans mon entreprise, dans ma famille, pardon, pour préciser aux personnes qui nous écoutent, parce que les gens disent souvent, ouais, il faut des entrepreneurs dans la famille ou des chefs d'entreprise pour se lancer. Alors moi, pour le coup, il n'y a personne qui est entrepreneur dans ma famille ou qui a une entreprise. Hein. Tout le monde est salarié, ou tout le monde l'a été, hein, parce que maintenant, il y a des personnes qui sont en retraite dans ma famille. Donc tout le monde a été, donc c'est vraiment la vision du salariat. Hein, c'est-à-dire, mon père était comme ça, c'est-à-dire que pour lui, quand je lui ai proposé enfin, je lui ai dit ma reconversion, franchement, ça a été très compliqué pour lui d'avaler ça. Hein. Il m'a même dit, franchement, tu devrais rester dans ton boulot, tu devrais travailler 3-4 ans, puis après te reconvertir et tout. Moi, j'ai dit, mais non, je veux pas rester 3-4 ans, puis après me reconvertir. J'ai dit, ça rime à rien, tout ça. Donc, mes parents, je pense qu'ils ont eu beaucoup, ils ont eu vraiment peur pour moi. Franchement, je sais que quand mon père, je lui ai annoncé ma reconversion, il n'a pas dormi pendant 3 nuits d'affilée. Donc, c'est pour te dire. Et aujourd'hui, j'ai eu mon père, quand je lui parle de mon entreprise, il me dit franchement, je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu as accompli. Et je pensais pas un jour que mes parents me diraient ça, parce qu'ils étaient, tu vois, à l'école, ce que je te disais, j'étais moyenne et tout, donc j'étais toujours un petit peu à la recherche d'approbation de mes parents en me disant, ah, c'est bien ce que tu fais, etc. Mais comme j'étais dans la moyenne, bah, tu vois, même si un parent va t'encourager, bah, t'as toujours quand même envie de faire mieux, t'as toujours envie d'avoir 18-19 pour dire ah ouais, c'est super et tout, bravo, machin, etc. Et donc, je pense que finalement, tu vois, le fait de pas forcément être bon à l'école, ça t'endurcit aussi beaucoup. Et comme t'as envie aussi de montrer le meilleur de toi, et moi, tu vois, à l'UT notamment, j'ai eu plusieurs profs qui m'ont cassé en me disant que je ferais jamais d'école de commerce, que j'avais pas le niveau, que de toute façon, ça serait impossible d'avoir une excellente école à mon niveau. Et franchement, d'entendre ce type de phrase, moi, ça me générait une telle colère que j'avais envie de leur dire, mais excusez-moi du terme, allez vous faire foutre, je vais vous démontrer le contraire. Et tu vois, finalement, c'est pour ça qu'il faut jamais se laisser abattre et que quand on a envie de faire quelque chose, il faut se battre vraiment pour... quand ça nous semble juste, il faut le faire en fait. Il faut vraiment se donner tout ce qui est possible, investir. Tu vois, moi, à l'époque, quand j'ai voulu intégrer une école de commerce, j'ai même payé des cours, j'ai même payé une préparatoire pour les concours d'école de commerce à l'époque, parce que c'était hyper important pour moi de réussir, c'était hyper important d'intégrer une école que je jugeais bien, et je voulais intégrer Schema en plus. Donc, je pense que c'est très très important de toujours croire en soi, d'investir en soi, sur soi. Et puis, même si notre famille ne nous encourage pas, même si nos proches ne croient pas en nous, tant que nous-mêmes nous croyons en nous, c'est bon. C'est beau. C'est un très beau mot de la fin. J'aurais une dernière question pour toi. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent m'écrire sur contact@coraliebeguin.com s'ils ont des questions ou autres. Je ne promets pas de répondre tout de suite, parce que comme je te disais, j'ai 6 boîtes mail, donc du coup, c'est toujours un peu délicat des fois de répondre. Mais en tout cas, vraiment, j'attache un point important à essayer de répondre à tout le monde. C'est hyper clair. Franchement, merci beaucoup de ton temps, Coralie. Je te dis à très vite. Avec plaisir, Aymeric. Vraiment, cette interview, ça m'a fait chaud au cœur. C'était vraiment super. Tes questions étaient pertinentes. Et puis, j'espère surtout que ça va aider beaucoup de personnes. Que voilà, ça pourra apporter en tout cas beaucoup de choses aux personnes qui nous écoutent. Merci, Coralie. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore,
vraiment plus simplement en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.